On va vous présenter le Rav Raviv le temps qu'il se connecte. Le Rav Raviv, il est un des dayanim francophones en Israël. Il a le poste de Rosh Kollel de Dayanut à Kiev. Auparavant, il y avait un Kollel aussi à Betar. Le Rav Raviv est un mumché dans le domaine des différents financiers. Et ce qu'on appelle le Mishpat Haïvri, c'est le domaine des différents financiers comme il est vu d'après la Torah. Alors en Israël, ça a beaucoup d'importance ce domaine-là, parce que la majorité des gens qui habitent ici sont des juifs et qui ont des fois affaire avec le service judiciaire, les services de justice qui ne sont pas d'après la halakha. Il y a besoin des fois de mêler les deux, régler les deux en même temps. Enfin bref, c'est tout un domaine. Donc, dans le passé, il aurait écrit certains articles sur le Mishpat Haïvri. Il aurait conseillé aussi des Bata Mishpat en Israël. Certains de ces Mahamarim seraient même arrivés chez le une des personnes qui est responsable du respect de la loi au niveau de l'État et de la Knesset. Voilà. Donc, il a certaines activités aussi qui sont liées à la kashrut. Il a une société qui donne un service dans les birourim de Inyanim Mamonot entre des gens et des dîners Torah. Donc, voilà, c'est une adresse qu'on vous laisse vous souvenir. Ken Rav Raviv, je vous en prie. Chag Sameach, Moadim Lesimcha. J'excuse à l'avance mon français, mais bon, parce que ça fait longtemps que je ne parle pas en français, mais je vais essayer de me débrouiller. Alors voilà, ce que je voulais parler ce soir, c'est les différences qu'il y a entre les décisionnaires, plus exactement entre les poskim ashkenazim et les poskim sfaradim qui ont rapport avec les lois de Pessah. En fait, dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Pessah, on va trouver à peu près 8 grandes différences qu'il y a entre le Rama, qui est le posek ashkenazi, et le Mechaber, qui est donc le Rabbi Yosef Karo, le posek sfaradi, tout ce qui a rapport avec l'Ilchot Pessah. Alors, le Shulchan Aruch Admur Hazaken, à chaque fois, il va mentionner donc les deux avis, et très souvent, il va dire « Aval anachnu noagim » nous, on a l'usage de faire, parce que le Admor Hazaken, il se trouve donc dans un endroit où on est poskim comme les Ashkenazim, et c'est pour ça qu'il va dire « Anachnu noagim ». Notamment, le Minhag Chabad, il est de faire comme le Shulchan Aruch Admor Hazaken il amène. Donc, on va aller donc d'après les poskim Ashkenazim. Tout celui qui va d'après les Minhag Chabad, il va aller d'après les poskim Ashkenazim dans ces machlokot, dans ces discussions-là. Alors, pour commencer, on va prendre plusieurs machlokot qui sont connus de tous. Mais avant de commencer avec les machlokot, on va parler de quelque chose qui est… on va essayer de donner une définition de c'est quoi le chametz, c'est quoi le chametz dans la Gemara, c'est quoi le chametz dans les poskim. Et après, on va voir donc les différences et les nuances qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sefaradim, donc entre le Rama et le Mechaber, comme on vient d'expliquer, et on va essayer d'expliquer ça. Alors, on va commencer par définir c'est quoi l'interdiction du Chametz. Alors, tout le monde comprend qu'on n'a pas le droit, tout le monde, c'est un passouk, donc c'est un verset qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un Chametz chez nous à la maison, ni de le posséder, ni de le manger, ni de l'avoir en sa possession, ni d'en profiter. Au fait, le chametz, c'est quoi? Alors, le chametz, d'après tout le monde, d'accord, pour faire du chametz, il faudrait avoir une chita, donc du blé, mais pas que du blé. On peut prendre aussi de l'orge, ou du seigle, ou du flacon d'avoine, ou de l'épeautre. Donc, il y a 5 sortes qu'on peut considérer cela, que ces 5 sortes-là peuvent nous donner du chametz.
à condition que ce chametz-là touche, soit en contact avec de l'eau. Donc, si on va prendre ces 5 sortes de céréales, si on peut les appeler comme ça, donc du blé ou de l'orge ou du seigle, etc., et on va le mélanger avec de l'eau, à un certain moment, ça va devenir du chametz. Donc, si on veut, le chametz, c'est une sorte de propriété. Donc, l'eau, elle va donc dissoudre, si on peut dire, elle va dissoudre l'amidon qui se trouve dans le sucre du blé ou des céréales qu'on vient de dire avant, et ça va faire une sorte de fermentation. Donc, cette fermentation au fait, est interdite. Alors, les Chachamim, ils nous ont donné un certain temps que si ces céréales-là vont toucher l'eau et vont rester avec de l'eau pendant plus de 1000, donc 1000 Chouma, on va 18 minutes, automatiquement, ça devient du chametz. Ça veut dire ça peut devenir du chametz même avant, mais si c'est resté 18 minutes ensemble sans qu'on travaille sans qu'on va travailler la pâte, d'accord, sans que la pâte soit travaillée, eh ben, si on laisse de l'eau et de la farine, de ce qu'on vient de dire maintenant, en même temps mélangés, automatiquement, on va avoir du chametz qui se crée. Donc, on va avoir une certaine il va donc ça va se décomposer et il va y avoir du chametz qui est fait. Maintenant, une fermentation, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Alors, maintenant, d'abord, il faut comprendre exactement. On a compris que si on a de l'eau et si on a des céréales en même temps, ça nous fait du chametz. Maintenant, si au lieu de l'eau, on va mettre du jus de fruits, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et est-ce que dans tous les cas, si on va mettre de la farine, ça va fermenter? Mais si la farine, avant, elle a été, par exemple, passée dans un four avant, est-ce que dans ce cas-là aussi, ça va fermenter? Ça, c'est la question. Et dans cela, on va voir certaines différences. Alors, on va commencer à parler de si au lieu de l'eau, on va mettre du jus de fruits. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit que si au lieu de l'eau, d'accord, on a mis du jus de fruits, d'accord, alors à ce moment-là, même si on a laissé pas 18 minutes, on a laissé toute la journée, comme ça dans le Siman Taf Samech Bet, le Shulchan Aruch, il dit, même si on l'a laissé toute la journée, sans qu'on ait fait la péoula de le pétrir, et on voit que cette issa-là, elle a gonflé. Alors, le Shulchan Aruch nous dit, ce n'est pas du chametz, et on a le droit de le manger pendant Pessah. Mais on n'est pas quitte, on ne peut pas faire une matzah avec. Okay. Alors, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une fermentation, il y a besoin de ces céréales avec de l'eau. Mais des céréales avec du jus de fruits, ça ne fait pas une fermentation, ça fait comme une pourriture. Ce n'est pas la fermentation que la Torah a interdite. Alors ça, c'est l'avis de la majorité des décisionnaires. Mais il y a certains des décisionnaires qui disent non.
c'est vrai que ça ne va pas faire une vraie fermentation, un vrai chimoutz, mais ça va faire une semi-fermentation. Ça va s'appeler un chametz qui est noukché, un chametz qui est dur. Ça, c'est l'avis de Rashi. C'est un avis donc qui est assez unique parmi les décisionnaires, mais il y a un avis comme ça qui nous dit que si on va prendre de l'eau avec, pardon, pas de l'eau, si on va prendre du jus de fruits avec des céréales, alors dans ce cas-là, ça va devenir du chametz noukché. Pas du vrai chametz, mais une sorte de chametz qui est interdit que midé rabbanan. Mais la majorité des décisionnaires disent non, il n'y a pas de problème. On peut faire, on pourrait prendre donc, d'après cet avis-là, on pourrait prendre d'après la majorité des décisionnaires, de prendre donc de la farine, le mélanger de la farine, bien entendu, de le mélanger avec du jus de fruits. Maintenant, le Rama, il vient, il nous dit non. Nous, le minag, et l'Admor Azaken, il le répète, il dit que le minag, il est de ne pas faire cela. Pourquoi le minag, il n'est pas de faire cela? Parce que lui, il dit deux choses. D'abord, il y a l'avis de Rashi. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est un avis unique, mais deuxièmement, si on met de l'eau, même une goutte d'eau, mélangée avec du jus de fruits, alors à ce moment-là, le jus de fruits va aider la fermentation qui va se passer par le biais de l'eau. Ça veut dire l'eau, à ce moment-là, elle va devenir encore plus. Ça va faire une péoula qui va activer la fermentation de chimoutz et qui va nous donner qui va faire que le chametz va devenir tout de suite. Ça veut dire pas 18 minutes. Dès qu'on va les mettre ensemble, hop, ça va devenir tout de suite du chametz. Comme par exemple, si on prend de l'eau, d'accord, quand on a dit 18 minutes tout à l'heure, on a dit que c'était une manière de faire le chametz, parce que si par exemple on va prendre de l'eau chaude, pas de l'eau bouillante, on va voir après, mais si on va prendre de l'eau chaude, ou si on va le mettre dans un endroit qui est chaud, alors là aussi, il n'y a pas besoin de 18 minutes pour que ça devienne du chametz. Donc, ça sera une forme qui va être extrêmement dangereuse parce qu'on ne va pas savoir en combien de temps ça va devenir du chametz. Ça veut dire, dès qu'on va prendre un petit peu d'eau mélangée avec du jus de fruits qui va toucher donc ce mélange de céréales, donc on va dire notamment du blé, alors là, il n'y aura plus 18 minutes, mais tout de suite, ça va devenir chametz. Et comme on a toujours peur qu'il y ait un tout petit peu d'eau mélangée avec du jus de fruits, parce que des fois, on peut laver, même si on lave par exemple le récipient, et en lavant le récipient, il reste une petite goutte d'eau dans le récipient. Alors même quand on a fait le jus de fruits, on a fait à 100%, mais on a lavé le couteau il reste une petite goutte d'eau sur le couteau. Et comme on a peur qu'il reste une petite goutte d'eau sur le couteau, alors on fait très très attention et on ne mange pas ça. Alors normalement, les Sfaradim, il y en a beaucoup qui sont mekilim et qui permettent donc cela. Et tous les Ashkenazim, ils interdisent. Donc, vraiment, le minag Chabad, il est de ne pas manger ça. Mais le Rav, en Eretz d'Israël, il y a des gâteaux comme ça qui sont faits à base de blé et de jus de fruits. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il était contre. Et lui, il disait, pourquoi il était contre? Parce que lui, il disait que normalement, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, lui, il prenait la khumra du Rama, il disait c'est impossible qu'il n'y ait pas d'eau dans ces gâteaux. Le Rama, il te dit, même si tu es sûr qu'il n'y a pas d'eau, alors on a peur que tu vas être amené une autre fois à faire avec de l'eau. Mais le Rama il disait, dans ces gâteaux, c'est presque sûr qu'il y a de l'eau, premièrement. Et deuxièmement, il disait, peut-être qu'on a rajouté avec, même s'il n'y a pas d'eau, on a rajouté un petit produit chimique qui fait que le biscuit devient plus vite biscuit. Donc, et il interdisait de prendre ces choses-là. Là, on a parlé de la première machloket qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Et après, on va voir, je vais arriver au fait, le but de cela, c'est pour expliquer les grands minagim qu'on a chez Chabad, qui sont de ne pas manger
la matzah qui est trempée, d'accord? Et la deuxième chose, de ne pas manger des kitniot, de ne pas manger donc des kitniot, ça s'appelle des légumés, je crois. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est tout ce qui est graines, etc. Alors ça c'est la première chose. Alors, la première chose que je voulais expliquer, alors pour expliquer tout ça, je voulais commencer du début. Donc, j'ai expliqué c'est quoi le chametz. Donc, on a expliqué, le premier point, c'est de mélanger donc ces céréales avec de l'eau. Donc, on a dit, si on prend du jus de fruits, alors dans ce cas-là, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'avec du jus de fruits, ce n'est pas du chametz. Bon. Maintenant, ce blé, si on a pris ce blé-là, et au lieu de le mettre avec de l'eau, on l'a mis dans de l'eau bouillante. Donc, si on l'a mis tout de suite dans de l'eau bouillante, alors encore une fois, le chimoutz, donc la fermentation, ne va pas se faire de la même manière. Et cela, et les chachamim, ils ont interdit, mais dans la Torah, on pourrait apprendre que ce n'est pas la fermentation qui est interdite. Donc, de prendre cette texture qui serait de l'eau bouillante avec du blé, je dis bien du blé, donc ça serait peut-être permis. Mais les chachamim, ils ont interdit parce qu'ils disent qu'on ne peut pas savoir exactement c'est quoi l'eau bouillante, etc. Alors, maintenant, si ce n'est pas de l'eau bouillante avec du blé, mais si c'est de l'eau bouillante, si c'est par exemple du blé qui est rentré dans un four, alors là aussi, il y a plusieurs avis. Et il y a des décisionnaires qui disent non, même si le blé il est rentré dans le four, alors normalement, donc, il a perdu sa capacité de fermentation parce qu'il est rentré dans un four, mais ils disent quand même, c'est quand même, on a peur qu'on ne sait jamais combien de blé et c'est quoi la force du four, etc. Donc on dit non, on s'abstient quand même, malgré que on pourrait dire que la Torah n'a pas interdit ça, parce que la Torah elle a interdit un blé normal avec de l'eau, mais un blé qui est déjà cuit ou un blé qui est rentré dans un four n'a pas la même force de fermentation, mais quand même, il y en a qui interdisent ça. On ne va pas rentrer dans les détails qui et quoi, mais on dit d'une manière générale. Et il y en a qui interdisent même de la farine. Alors là, la farine qui serait rentrée dans un four, là, c'est déjà plus du blé, c'est déjà ouvert. Donc, de la farine qui serait rentrée dans un four, il y a des avis qui disent, puisque c'est déjà rentré dans un four, donc il y a une moindre possibilité de fermentation. Donc, la farine qui serait rentrée dans un four, mais d'après la majorité des poskim, même ceux qui interdisent la farine, ils disent que si déjà on a fait une matzah, d'accord, et la matzah elle a déjà été terminée, donc on a fait déjà une pâte, et la pâte elle est restée moins de 18 minutes, et on l'a fait rentrer dans le four, et alors à ce moment-là, alors si on va rentrer cette matzah-là dans l'eau, alors c'est sûr qu'elle ne va pas fermenter, puisque la matzah elle a déjà été cuite. Une fois que c'est cuit dans le four, même si on va le mettre dans l'eau, ça ne peut pas fermenter. Donc, normalement, il n'y a pas d'interdiction de chametz dans ça. Alors, au fait, là, maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est les deux grandes, les deux aspects de comment on fait du chametz. Alors, pour faire du chametz, il faut qu'on ait du blé, d'accord? On a dit donc les 5 sortes ou de l'orge, mais les 5 sortes, pas exactement que du blé. On a dit on peut prendre de la flacon d'avoine, on peut prendre du seigle, de l'orge, et avec de l'eau, et ça nous fait du chametz. Les 5 sortes, avec de l'eau, ça nous fait du chametz, on a dit. Mais il faut que ce soit avec de l'eau, pour que d'après tout le monde, ça devient du chametz. Et deuxièmement, il faut, et pas avec du jus de fruits, et deuxièmement, la deuxième chose, il faut aussi que ça soit que le blé ne soit pas passé donc au four. Mais si c'est déjà cuit, si déjà j'ai préparé une pâte et je l'ai cuite au four, à ce moment-là, normalement, il n'y a pas de chametz.
Alors, maintenant, ça c'est les deux machlokot qu'on va essayer de voir ce soir. Parce qu'il y a encore 8 autres machlokot, mais on va parler de ces deux machlokot-là. Et on va essayer de voir donc la différence. Maintenant, je dis deux machlokot, on va parler d'une troisième machloket, mais ça, ce n'est pas exactement une machloket, ça, c'est une xéra. La troisième chose qu'on voit, c'est donc les kitniot. Les kitniot, le minhag ashkenaz est de ne pas manger aucune kitnia. Donc ça c'est marqué dans deux endroits dans le Shulchan Aruch, notamment dans le siman Taf Nun Gimel. Et il dit comme ça que normalement pour faire du chametz, c'est uniquement donc on a dit le blé, etc. Mais le minhag en Ashkenaz, il est qu'on n'a pas le droit de manger tout ce qui est légumineux. Ça veut dire, par exemple, des pois chiches, des lentilles, du sésame, du soja, des fèves. Ça, c'est des kitniot. Alors, d'où il vient ce minhag? Et après, on va essayer d'expliquer d'où vient aussi le minhag de ne pas tremper avec toutes les bases qu'on a données là. On va expliquer qu'est-ce qu'on a le droit de tremper et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de tremper, pourquoi on ne trempe pas la matzah dans l'eau. On va expliquer. Alors, ce qu'on vient de dire maintenant, donc normalement, des petits pois, etc., il n'y a aucun problème, ce n'est pas du chametz. Non seulement ce n'est pas du chametz, mais déjà dans la Gemara, on trouve plusieurs avis. Est-ce que le riz, c'est chametz ou c'est pas chametz? Et tous les poskim me disent que le riz, c'est pas chametz. Et non seulement c'est pas chametz, mais ça peut pas fermenter, ça s'appellera pas une fermentation, puisqu'on a dit qu'il y a que les 5 qui peuvent fermenter, donc le riz, c'est pas. Il y a un avis de Rabbi Yochanan ben Nouri dans la Gemara Psachim, dans le traité Psachim, qui lui, il nous dit que le riz, c'est chametz. Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était un des Tanaïm qui se trouvait du temps de Rabbi Akiva. Alors, lui, il dit que le riz, c'est chametz. Mais à part cela, personne ne nous dit que le riz, c'est chametz. Le riz, c'est pas chametz, puisque Rabba, dans la Gemara, dans un autre endroit dans la Gemara, c'est marqué que le lait, la seder, le soir du seder, Rabba, il prenait du riz. Alors, si Rabba, il prenait du riz, pourquoi il y a certains, surtout en Ashkenaz, et le minhag Chabad, de ne pas prendre du riz, puisque Rabba, il prenait, pourquoi nous, on ne prend pas et c'est pas chametz? Et pourquoi on ne trompe pas non plus des matzot, puisqu'on vient de voir, d'après ce que je vous ai expliqué maintenant, puisque les matzot, elles ont déjà été cuites, donc il n'y a pas de chashash chametz. Pourquoi dans le minhag Chabad, on fait attention à ça? Alors, à savoir que c'est un minhag qui est très vieux, d'accord, qui date du XIIe siècle, puisque c'est déjà mentionné dans Rabbi Eliezer mi-Worms, donc une ville en Allemagne. Et lui, il est né donc il y a très longtemps, comme je viens de le dire, il est né au XIIe siècle. Et il écrit là-bas, depuis longtemps, les chachamim de là où on habite ont interdit donc de manger des kitniot. Donc de manger des kitniot, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose depuis très longtemps, puisqu'il mentionne cela. Il y en a qui veulent dire que c'était comme Rabbi Yochanan, il habitait en Eretz Israël, alors les gens, ils ont fait comme Rabbi Yochanan, et c'est pour ça qu'ils ont interdit, mais c'est très, très dur de dire ça. La raison que lui dit, parce que dans la Gemara, ce n'est pas tranché comme ça, dans la Gemara, c'est tranché que Kitniot, ce n'est pas Chametz. Et on va voir après que Kitniot, ce n'est pas du Chametz. Et donc, pourquoi c'est interdit? Alors, il y a plusieurs explications. La première explication, c'était que parce que à l'époque, le chametz était fait majoritairement en potage. Ça veut dire qu'il mettait dans des pots, maasek dera, il le faisait en maasek dera, dans des casseroles, il faisait du chametz comme ça. Comme ça, il faisait du chametz. Et on a peur que si les gens ils vont voir qu'on met des kitniot, non? Donc, ils risquent aussi de mettre du chametz.
OK. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler donc il y a un rav qui m'a raconté que dans son yeshuv, il y avait des gens, qui étaient noagués de manger des kitniot et quelqu'un qui savait pas, il a pris donc des graissé pnina, il a mis dans une casserole parce qu'il s'est trompé entre les grissé pnina, que c'est en fait c'est des grissé pnina, c'est de l'orge. Il s'est trompé entre le grissé pnina et des petits pois, et des pois cassés. Donc, pour que les gens ne se trompent pas, vu que maintenant, j'ai vu qu'ils étaient en galoute, c'était au Moyen-Âge, et c'était très, très dur pour eux, ils n'avaient pas de quoi manger. Pour que les gens ne se trompent pas, ils ont dit tout ce qui ressemble au blé, tout ce qui se cuit, qui se cuisine comme le blé, était interdit à l'époque. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, il vient que du fait qu'ils ont commencé à changer à cette époque la manière de cultiver. À l'époque, pour cultiver par exemple un champ, s'ils cultivaient un an, à chaque fois qu'ils cultivaient le champ, alors à la fin, la terre n'avait plus de force. Alors pour que la terre ait de la force, ils avaient trouvé un système. Ils distribuaient ils partageaient le champ en 3. Un tiers, ils cultivaient du blé, l'autre tiers, ils cultivaient donc tout ce qui est légumineux, et l'autre tiers, ils le laissaient sans le cultiver. Et après, l'année d'après, le tiers qui n'était pas cultivé, il mettait donc du blé, et il laissait le premier tiers, donc il le laissait vide. Donc ça faisait une sorte d'alternance. Et très souvent, quand il venait à séparer donc quand il venait à prendre donc les kitniotes, très souvent, au milieu poussaient donc des gerbes de blé. Donc, si au milieu, il poussait des gerbes de blé, c'était chametz. Donc, les chachamim de l'époque avaient interdit donc ça. Donc, ça, c'est, on peut dire, la deuxième raison. Il y a encore plusieurs raisons. Mais il faut savoir que cette interdiction, sur ceux qui prennent le minhag ashkenaz, elle est très, très forte. Puisqu'on dit que l'élève des choses extrêmement fortes, l'élève du Noda Biyuda de Prague, il disait que c'est tellement interdit que même s'il y avait ici Shmuel, le prophète, il n'aurait pas pu permettre cette chose-là. Il voulait montrer l'importance de l'interdiction d'utiliser cette chose-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une autre explication, parce qu'en fait, toutes les explications qu'on croit qui sont d'après le sens simple, elles ont une explication aussi dans un sens beaucoup plus profond. Une des explications qu'on donne à cela, on trouve un Be'er Eitev qui nous dit que, par exemple, les gens d'Autriche, Austria, à l'époque, chaque fois qu'ils ne faisaient pas Tachanoun, donc chaque fois qu'ils avaient un jour de fête, ne mangeaient pas de kitniot. Et il n'y a aucun rapport entre les kitniot qui n'étaient pas mangés le jour de fête et Pessah. Donc, on voit, parce que c'était dans l'année aussi, ne mangeaient pas de kitniot. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, les kitniot, c'est possible que ça vient du mot katan, qui veut dire petit. Et au fait, à Pessah, on fait très attention. Comme à Rosh Hashanah, on fait attention à ce qu'on mange. À Pessah aussi, on ne mange pas des choses qui s'appelleraient petits pour certaines choses qui sont spirituelles. Alors, donc, même si on voit quelque chose qui est marqué, on comprend une des raisons, mais c'est les raisons qui sont marquées, c'est des raisons qui sont matérielles. Par contre, chaque fois que les chachamim nous ont interdit des choses et qu'on les comprend matériellement, derrière, il y a aussi des causes spirituelles qui viennent derrière. Donc, celui qui a le minhag de ne pas manger ça, alors il doit continuer à ne pas manger. Chez les Sfaradim, je dis à chaque fois, j'ai répété plusieurs fois le minhag ashkenaz, parce que chez les Sfaradim, il y a plusieurs avis. D'accord?
Et ça dépend quoi. Par exemple, il y avait des chachamim, même chez les Sfaradim, qui interdisaient aussi les kitniot. Ils interdisaient le riz, d'accord. À Izmir, par exemple, ils interdisaient le riz. Il y en a qui interdisaient d'autres kitniot. Et le Ben Ishraï, lui, il ramène que celui qui se permet de prendre des kitniot, alors il doit les vérifier 3 fois. Comme ça, le Ben Ishraï, il écrit 3 fois. Même ceux qui permettent de prendre des kitniot, les vérifier 3 fois qu'il n'y ait pas des grains de riz qui soient mélangés dedans. Voilà. Alors, maintenant, il faut savoir que, comme on a dit, comme j'ai répété, les kitniot, ce n'est pas du chametz. Alors, comme ce n'est pas du chametz, on n'a pas d'interdiction de les garder chez nous dans la maison. D'accord. Si quelqu'un, par exemple, il aimerait allumer une bougie de Shabbat avec de l'huile, et cette huile-là, elle est à base de kitniot, alors il n'a pas de problème. Il peut le faire parce que ce n'est pas du chametz. L'interdiction, elle est juste de manger cette chose-là, mais pas d'en profiter. Comme ça, dans le Siman Taf Nun Gimel, elle écrit l'interdiction, elle est que de les manger. Im naflu aleim, si c'est tombé dessus de l'eau, binyan shekeyotze beze. Behei minei dagan asur mikaradin. Aval, mutar lenot ben bes. Pesach, on a le droit d'en profiter à Pesach. Lechen mutar ladlik bishmanim anasim behem, on a le droit d'utiliser donc cette huile-là. Et il continue comme ça, on a le droit de manger ça même dans la table qu'on mange dessus, et il ne faut pas avoir peur que ça tombe, etc. Donc, ça, c'est des dynimes de bitou. Maintenant, donc, normalement, d'après ce qui est marqué ici, si on a des kitniot qui seraient tombés, par exemple, pardon. L'interdiction de manger des kitniot, c'est une interdiction de les manger, mais le balou a des kitniot. Ça veut dire si, par exemple, des kitniot, elles ont été cuisinées, d'accord, dans une marmite, alors le goût des kitniot, est-ce qu'il est interdit aussi ou est-ce qu'on interdit juste les kitniot? Ça veut dire quelqu'un qui cuisinerait dans une marmite où on a déjà cuisiné des kitniot. Alors, le point, il est que le minhag, le maramchik, il dit que le minhag, il est de ne pas utiliser, même que d'après la halacha, on pourrait dire que le goût des kitniot n'est pas interdit puisque ce n'est pas du chametz, surtout s'il est passé plus de 24 heures. Donc, dans le bediavad, il faudra demander à un rav comment permettre cette chose-là. Mais on a le mina, comme ça le maramchi qui dit que celui qui a besoin d'utiliser des kitniot, par exemple, quelqu'un qui est très malade, il ne peut rien manger à part des kitniot, ou un bébé qui est un nouveau-né, alors de lui faire les kitniot dans des kélim séparés, donc dans des ustensiles séparés, et donc de ne pas, d'après ce qui interdit les kitniot, d'après les Minag et de ne pas utiliser les mêmes kélim pendant Pessah. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début? On a dit au début que si on va prendre la chita, donc le blé, et on va le mettre dans de l'eau brûlante, ça s'appelle une chalita. Alors, cette chose-là n'est pas interdite de la Torah, elle sera interdite que midera banane. C'est pour cela qu'il y en a, le Mishnah Berurah, il amène que ce serait préférable de celui qui prépare des kitniot pour des enfants ou pour des malades, alors de le faire de cette manière. Ça veut dire de prendre la kitnia et de le verser dans de l'eau chaude en une fois. Comme cela, même s'il y aurait chas v'shalom du chametz dedans, alors ça serait permis. Et il est préférable de prendre, maintenant dans les kitniot aussi, parce qu'il y a une machloket. Il y en a qui disent que les kitniot qui sont interdits, c'est que les kitniot qui étaient du temps de Chazal, ça veut dire du temps de
de Chachamim Zichronan Livracha qui ont interdit ça. Ça veut dire qu'ils étaient au Moyen-Âge. Mais les kitniot qui n'existaient pas au Moyen-Âge, peut-être ne seraient pas interdits. La halakha, nous, on fait attention de ne pas prendre même les kitniot qui n'existaient pas au Moyen-Âge, notamment le maïs, puisqu'ils n'étaient pas encore partis, ils n'avaient pas encore dévoilé l'Amérique. Et donc, c'est préférable, si on a plusieurs kitniotes à prendre, pour un bébé, de prendre donc du complexe, du maïs, qui n'était pas à l'époque, qui n'était pas interdit à l'époque. L'agdara des kitniotes, alors j'ai trouvé, l'agdara, ça veut dire la définition des kitniotes, ça serait tout ce qui va faire pousser à partir d'une graine, une autre graine, que la graine se mange et qu'il n'y a pas autour quelque chose de mangeable. Par exemple, la tomate, ce ne serait pas une kitnia, ce n'est pas une kitnia, parce qu'autour, il y a quelque chose où c'est des graines, c'est une graine qui refait pousser d'autres graines, mais ce n'est pas la graine qui est mangeable, c'est la viande qui se trouve autour. Alors, on va retourner au matzot, et par cela, on va finir. Alors, c'est quoi le problème maintenant de pourquoi les Chabad font attention de ne pas manger des matzot shrouyot? Puisqu'on vient de dire maintenant que normalement, puisque le blé il est déjà cuit, et en plus, non seulement c'est du blé, c'est une matzah, donc c'est déjà une pâte qui est déjà mise au four, et même si on va la mélanger avec de l'eau, quel est le problème? Alors, le premier qui écrit ce problème-là, c'est le Admour Hazaken dans les Tchouvot. Il y a un livre qui s'appelle le Tchouvot du Admour Hazaken, ça se trouve à la fin de Admour Hazaken. Et la Tchouva qui parle de ça, c'est la Tchouva Vav, la 6e Tchouva dans Sheelot ou Tchouvot. Tous les grands Chachamim de l'époque, ils avaient non seulement leur livre, mais très souvent, ils avaient des Sheelot ou Tchouvot à la fin. Et dans le Tchouva Vav, il écrit comme ça. Il dit, voilà, il dit comme ça. Et nous, on voit que dans beaucoup de matzot, qu'il y a quand même du kemach, donc de la farine, après que ça a été cuit. Et ça vient du fait, il dit comme ça, que la issa, donc la pâte, était dure et on ne l'a pas pétrie comme il faut. Alors, je ne vais pas continuer à vous lire ce qu'il y a marqué dedans, mais l'histoire, elle est comme ça, que avant le Admour Hazaken, donc avant le Baal Shem Tov, ils avaient l'habitude de pétrir la pâte très longtemps. Comme on a dit, tant qu'on le pétrit la pâte, il n'y a pas de problème de chametz. Même si c'est avec de l'eau, même s'il y a plus de 18 minutes. Tant qu'on pétrit la pâte, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, ils faisaient avant le Baal Shem Tov. Et après, ils ont commencé à avoir des questions sur ça, et si la main elle est chaude, et si l'endroit il est chaud, etc. Ils ont commencé à pétrir en 18 minutes. Ça veut dire du moment où ils mettaient l'eau jusqu'au moment où ça rentrait dans le four, ils faisaient le tout en 18 minutes. Ils ne comptaient pas le moment de pétrir. Donc, ils pétrissaient très, très vite. Donc, si on pétrit très vite, à ce moment-là, il reste un petit peu de farine. Et s'il reste un petit peu de farine, alors d'après ce qu'on a dit, c'est pas grave. Il reste un peu de farine. On a dit que la farine, donc, elle est cuite. Et si elle est cuite, il n'y a pas de problème. Mais il dit comme ça. והנה, משהו קמח בעין שעל פני המצה למעלה שמתחמץ במרק, יש בזה חשש איסור דאורייתא. Voilà. Alors, il dit comme ça. Le problème, il est, donc, comme on vient de voir, il dit comme ça, que donc avant, il n'y avait pas ça, mais maintenant qu'on fait ça très, très vite, לכן נמצא קמח מועט במצות של עיסה קשה, כנראה בחוש שלנו מדקדקים באמת. Il dit comme ça, même que d'après le Ikar Adin, il n'y a pas de chashash.
Mais il dit, comme le Harizal, il a dit, de faire toutes les khumrot possibles à Pessah, c'est sûr qu'il faut être mahmir comme le Rajdam qui se trouve dans le Pri Hadash et qui lui dit que si on a de la farine, d'accord, pas si c'est cuit, si on a de la farine dessus, alors ça va fermenter, même que la farine elle est rentrée dans le four, même ça suffit qu'il y ait un avis qui dit que c'est interdit pour faire très attention et de ne pas faire cela. Donc, je répète, d'après donc l'Admour Zaken, il nous dit dans la Tchouva Vav, il dit que c'est vrai que si on a pris de la matzah et même s'il est resté de la farine dessus, la farine, elle serait déjà cuite dans le four. Donc, il n'y a pas de chashash isur chametz. Mais comme il y a certains décisionnaires qui disent que oui, il y a un chashash isur chametz, on va, dans le chametz, on va faire toutes les chumrot possibles. Le chametz, on dit que c'est la gava, c'est l'orgueil. Et ça représente le Yetzer Hara. Et il y a marqué au nom du Harizal que tout celui qui fait attention au chametz, vraiment, ça veut dire qu'il fait toutes les chumrot, il ne mange pas 1 milligramme de chametz, alors Akadosh Baruch Hu va l'aider à ne pas faire de faute pendant toute l'année. Alors l'Admour Zaken, il nous dit, c'est vrai que d'après la halakha, peut-être c'est permis, mais comme il y a certains décisionnaires qui disent que c'est possible qu'ils interdisent cette farine-là, et comme il y a une possibilité que cette farine-là reste sur la matzah, alors il dit, il faut faire attention de ne pas le faire. Pshita sheyesh lachmir, c'est simple d'après lui qu'il faut pas manger donc de la matzah qui a été donc cuisinée dans de l'eau après, malgré qu'elle est passée dans le four, de peur qu'il reste dans la matzah un morceau de farine qui n'ait pas vraiment été mélangé à la pâte de la matzah. De nos jours, j'ai vu d'autres raisons qui ne sont pas ramenées dans l'Admour Zaken, notamment une raison que, comme dans l'endroit où on fait les matzot, c'est dans le même endroit où on va mélanger la farine avec de l'eau, et on a peur que la farine avec de l'eau, il y ait une sorte de nuage qui vienne jusqu'au matzot et se pose dessus. Alors, dans ce cas-là, ça serait problématique, même si ça se pose après le four, la farine n'a pas passé le four. Donc là, il y aurait vraiment un problème de chametz. Et c'est pour cela que toutes les mafiotes font extrêmement attention, les mafiotes, donc là où on fait les matzot, font extrêmement attention de séparer complètement la farine, de mettre dans un autre endroit là où il y a la farine et l'eau, et là où on va sortir les matzot, là où on va mettre les matzot. Toujours est-il que même d'après ce qu'on voit là, l'interdiction serait de la matzah avec de l'eau. Mais de la matzah avec du jus de fruits. On a dit au début de notre cours que même, il y a certains, la majorité des décisionnaires disent, à part Rashi, comme on a dit, ils disent que même si ça aurait été de la farine avec du jus de fruits, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est de la matzah qui est déjà rentrée au four et qu'on a peur que peut-être il reste un morceau de farine dessus avec du jus de fruits, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'on aurait le droit de tremper de la matzah dans du jus de fruits ou on n'aurait pas le droit de tremper? Si on va d'après la svara, la logique du Admour Hazaken, l'interdiction, elle est uniquement sur de l'eau. Et le Admour Hazaken le dit simple et clair, il dit au bémei perot et dans le jus de fruits, pshita, c'est quelque chose de simple. Le même Admour Hazaken qui a dit que c'est simple, qu'on ne doit pas faire gibros trempé. C'est le même Admour Hazaken qui a dit c'est simple, qu'on n'a pas le droit d'être mahmir, on n'a pas le droit de en lahmir. Non, pas le droit. Il n'y a pas besoin d'être mahmir. Il n'y a pas besoin de. Alors, et pourtant, on sait qu'il y en a beaucoup qui font attention de ne pas tremper de la matzah, ni dans de l'eau, ni dans du jus de fruits. D'où vient ce minhag-là? Alors, réellement, on voit que d'après la halakha,
si quelqu'un il va tremper de la matzah qui est déjà passée au four, donc c'est la matzah qu'on a maintenant dans le jus de fruits, d'après l'Admor Azaken, il dit qu'il n'y a pas de problème de shrouya. Donc si quelqu'un qui est âgé et qui a une difficulté, il pourrait, par exemple, mettre sur la matzah un œuf ou un jus de fruits et, bien sûr, faire attention qu'il n'y ait pas une goutte d'eau, comme on vient de dire avant, et de cuisiner comme ça la matzah. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas très pratique. Pourquoi ce n'est pas très pratique? Parce que après, comment on va laver cette casserole? Si on va laver cette casserole, on va laver avec de l'eau, on ne va pas laver avec du fruit. Quand on va la laver avec de l'eau, alors à ce moment-là, on va faire gibrost, on va tremper, puisqu'on va laver les restes de matzah avec de l'eau. Mais en tout cas, il faut savoir que ce n'est pas qu'un problème pratique. Il y a marqué comme ça que dans les Reshimot, de Rav Friedrich, c'est marqué dans Otsar Minagei Hamad, il y a marqué, il y a un livre qui s'appelle Reshimot Dvarim. D'accord? Il écrit comme ça, Shamati me'arav hayashif, etc., que vraiment, dans la maison du Tzemach Tzedek, il mangeait de la matzah chaluta. Alors, c'est quoi la matzah chaluta? Alors, il explique. Il a toute une description dessus. Il dit comment on faisait ça. On mettait donc une marva, donc une poêle, avec du shuman, avec de la graisse sur le feu. Et après, on mettait par-dessus de la matzah qui était déjà trouna, qui était broyée. Et après, il mettait des œufs. Donc, il faisait ce que l'Admor Azaken, il dit qu'il n'y a pas de problème de cuisiner même avec de la matzah, et ça ne s'appelle pas gibrost, ça ne s'appelle pas tremper. Mais à partir du moment où le Maharash est venu, donc de le Rabbi Maharash, le père du Rabbi Rachab, à Lubavitch, ils ont arrêté ce minag. Et il dit, et ça c'est le minag jusqu'aujourd'hui. Donc si on veut minag Chabad de nos jours, c'est de ne pas tremper de la matzah, disons minag Chabad à partir du Rabbi Maharash, de ne pas même tremper de la matzah dans du jus de fruits, parce qu'on fait attention, comme on vient de dire, à Pessah, à toutes les chumrot. Il faut savoir que, il y a marqué dans le Tzemach Tzedek que chaque personne qui est attachée avec la Pnimiut à Torah, avec l'intérieur de la Torah, alors il doit faire encore plus attention aux mitzvot. Et c'est pour ça qu'on voit que tout ce qui étudiait Pnimiut à Torah, alors il faisait attention à tous ces chumrot-là. Maintenant, beaucoup m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un enfant? Est-ce qu'on peut donner à un enfant une matzah shrouya ou pas? Alors, le rabbi, en Tafshin Yud Aleph, il a marqué, on lui a demandé pour les matzot qui étaient faits à la machine. Là, le rabbi, il a dit non. Mais il aurait dit que pour une matzah en Tafshin Yud Aleph, en 1951. Mais il aurait dit que, bon, il ne faut pas trop faire attention à des enfants s'ils ont mouillé un petit peu leur matzot. Mais en Tafshin Memchet, donc, le rabbi, il a dit que c'est très bien d'éduquer les enfants à ce qu'ils ne fassent pas non plus shrouya. Ça veut dire que les enfants aussi ne fassent pas shrouya. Pourquoi? Shrouya, ça veut dire tremper. Donc, c'est très possible que ça dépend de l'âge des enfants. Ça veut dire dès que les enfants ils sont en âge d'être éduqués, alors il faut faire attention sur eux, d'après ce que le rabbi dit, à matzah shrouya. Le rabbi faisait très très attention à matzah shrouya. On raconte que le rabbi il s'essuyait très très souvent la bouche avec un papier, donc avec une serviette, et il s'essuyait comme ça, et pour qu'il n'y ait pas des miettes qu'il ne lui reste pas des miettes de matzah sur sa bouche. Et il y avait quelqu'un qui... Et après, il le jetait. Et il y avait quelqu'un qui a voulu le prendre. Et le rabbi lui a dit, mais c'est Chachash Hametz. Ça veut dire, on va chez les Rabotein Nisienu
qui faisait très, très, très attention aussi à Shrouya. Et Bezrat Hashem, par contre, quelque chose que je n'ai pas dit, le Shmini Shel Pesach, le 8e jour de Pesach, ça, les Rabboté Nessienu, ils faisaient Shrouya. Et on explique que le Shmini Shel Pesach, puisque c'est un jour qui est extrêmement kadosh, parce qu'en fait, là, on a donné toutes les raisons qui sont d'après la halakha, mais il y a des raisons, comme on vient de dire, dans les Ketniot, qui sont beaucoup plus dans le Pnimiyut, qui sont, comme on dit, Alpi Kabbalah, mais en fait, qui sont dans l'intérieur des choses, qui ne sont pas dévoilées. Et le 8e jour de Pessah, puisque c'est un jour qui est tellement kadosh, alors il n'y a pas de le 8e, pas le 7e, donc Chutz La'aretz, donc dehors d'Israël, puisque c'est un jour qui est tellement kadosh, alors là, il n'y a pas de chashash, et on peut faire Gibrost, on peut faire Shrouya. Et Bezrat Hashem, on souhaite que cette année, le Mashiach y vienne et qu'on ait le Gilou du Mashiach sur Kipshuto Tekef U'Miyad Mamash. Amen, merci beaucoup, Rav Raviv. B'atzlacha rabba, vous aussi dans tout ce que vous entreprenez.